Salut à tous, c'est Nico et aujourd'hui on s'est dit qu'on allait peut-être vous faire une petite vidéo sur tout ce qui est ligue et tournoi en équipe, parce que on a eu quelques commentaires quand même dans les commentaires justement, sur certaines vidéos qui nous demandaient comment ça marche un pairing, comment est-ce qu'on appaire les différentes équipes, comment on construit une liste pour le jeu en équipe, et puis surtout comment ça s'organise, comment ça marche, ça se vit, qui est-ce qui organise ça, comment est-ce qu'on est en Ligue 3, en Ligue 2, en Ligue 1, comment on monte, comment on descend, etc. Ouais. Donc on s'est dit qu'on allait vous parler de ça, et du coup Nico, lui, est responsable événement de l'assaut de Brest. Donc en plus on a organisé là, cette année la Ligue 3 sur Brest, et vous allez avoir des images. Je ne le fais pas tout seul, hein. Il y a Alain qui est le président de l'assaut qui évidemment travaille beaucoup pour l'organisation de tout ça. Mais du coup, ça nous permettra de vous présenter la partie du joueur et puis la partie de l'organisation aussi derrière, de comprendre vraiment comment ça marche et de casser un peu le mythe du attention compétitif, c'est ultra sérieux, c'est que des tueurs d'enfants. Donc vous allez voir que c'est pas du tout le cas et que justement la ligue c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est une autre façon de jouer à Warhammer avec les copains. C'est pas du tout comme le solo, où vous devez construire une liste pour affronter potentiellement n'importe quelle armée du jeu, ou en tout cas parmi les armées qui en ce moment tournent bien, et donc vous allez avoir du répondant pour tout, et vous jouez tout seul pour vous avec vos scores. Là, vous jouez en équipe, dans un roster d'équipe construit, donc un ensemble de différentes armées qui ont été construites pour fonctionner, répondre à la méta, et quand vous jouez pour gagner votre partie, mais des fois seulement pour pas la perdre, ou pour la perdre du moins possible. Du moins possible, donc pour les copains. C'est une autre manière d'approcher le jeu. Bon, du coup, qui organise la Ligue en France? C'est organisé par qui? Alors, en France, c'est la FEC, c'est un peu unique dans le monde. On a une organisation qui est une fédération, ça s'appelle Fédération des équipes par rapport à la qualif. Voilà, hein, c'est leur anagramme. C'est assez merdique, mais en fait, il a changé. C'est en anglais avant. Bref, peu importe. En fait, c'est un peu unique parce qu'en France, du coup, on a créé différentes ligues. Il y a la Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1. Arrivé à la fin de la Ligue 1, les meilleurs se rencontrent et après, on a le sélectionneur de l'équipe de France. Voilà, c'est comme ça qu'on a organisé les trucs. La fédération, elle essaye de se faire reconnaître par l'État. Il faut savoir que même cette année, la FEC est allée à l'Élysée, donc elle a été reçue pour que ça devienne une vraie fédération, comme pour les fédérations sportives, etc. C'est pas demain la veille, je vous le dis de suite, mais ça avance et il y a une vraie volonté derrière. Et comment donc c'est organisé? Il y a donc réparti dans toute la France, et qui est divisé en régions. Vous avez différentes ligues. Donc on va parler essentiellement de la Ligue 3 parce que c'est celle que par tout le monde, c'est la porte d'entrée. Et c'est celle dans laquelle moi je commence cette année. Donc en tant que joueur, vous avez même la possibilité de rejoindre tout de suite une équipe de Ligue 1. Oui. Si ils voient que vous avez le niveau et que vous les intéressez, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de passer par. Par contre, l'équipe, elle doit avoir fait cette progression de Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1. Donc voilà. On ne peut pas créer une équipe directement en Ligue 1, à part ce qui a été fait cette année par les Yokai. Ils se sont mis d'accord, c'est une exception à la règle parce que mais normalement ça n'est qui étaient déjà tous de la Ligue 1. Donc ça a été fait particulièrement pour eux, mais normalement c'est pas possible. Bon, pour monter une équipe, donc vous avez évidemment besoin d'un capitaine, vous avez besoin de joueurs qui sauront se rendre disponibles aussi pour l'aller et le retour. Nous, par exemple, sur l'équipe qu'on a créée cette année, qui s'appelle les Plumes, on est 10 inscrits, mais effectivement, quand on joue, on n'est que 6 dans l'équipe. Donc après, c'est en fonction des dispos de chacun et de quelle armée est jouée par qui a sa place dans le roster, etc., etc. Vous avez quand même besoin de tous jouer un codex différent, sachant que tous les Space Marines sont comptés comme un codex. Donc vous ne pouvez pas jouer un Blood Angel et un Space Wolf et un Ultramarine. Il n'y a qu'un des trois qui peut passer. Donc ça demande quand même que dans votre équipe, vous ayez différentes armées qui soient jouées pour pouvoir avoir un roster, ce qu'on va expliquer après. Voilà, moi, par exemple, je joue à Admech, Custo, Orc, Drukhari, Emperor's Children et Deathwatch. Mais en fait, Admech, il y a déjà quelqu'un qui les joue. La Deathwatch, ça prend un slot de Space Marine et il y aura peut-être des trucs plus intéressants à faire. Et en fait, finalement, il va me rester les Custo, où on a déjà d'autres gens qui peuvent jouer Custo aussi. Les Emperor's Children, on a déjà d'autres gens qui potentiellement seraient intéressés aussi. Donc voilà, il faut jouer en fonction de ça. Et au final, ça va souvent être celui qui maîtrise le mieux la liste qu'on veut amener, qui sera celui qui la jouera. Ou celui qui est dispo. Ou celui qui est on parle dispo, vraiment, là on est sur de la Ligue 3, donc le niveau de jeu importe peu. C'est à vous de voir quels sont les enjeux que vous allez emmener pour faire la Ligue. Vous pouvez y aller en touriste complet. Exactement, il y en a qui sont là juste pour le fun, parce qu'ils veulent se marrer, participer à des événements,
parce que comme vous allez le voir, les événements de ligue comme ceux qu'on a organisés nous très récemment à Brest, enfin que l'assaut a organisé, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je dis nous, mais je me balance des fleurs tout seul, mais non, c'est toujours des ambiances qui sont sympas, et il y a des gens qui sont là pour gagner et progresser, mais aussi plein de gens qui sont là juste parce que ça les fait kiffer de jouer un jeu avec plein de monde autour. Faut vraiment penser que, on appelle ça compétitif, mais ça n'a rien à voir avec un milieu compétitif d'un sport ou quoi que ce soit. En fait, je trouvais que l'expression de Games à l'époque elle marchait bien, match and play. Ouais, jeu égal. Jeu égal, voilà. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous allez optimiser vos listes, mais le jeu en compétitif, donc, est fait pour être très équilibré. Donc, vous faites des belles parties, des parties intéressantes. Et on va voir dans le système donc de pairing après que vous allez avoir un rôle vraiment à jouer en fonction de votre place dans l'équipe. Bon, et si vous n'avez pas forcément un groupe de joueurs suffisant ou assez varié pour créer une équipe, vous pouvez aussi juste aller sur un canal du Discord, du serveur Discord de la FEC, et demander à dire, bah voilà, moi je joue ça, j'ai telle et telle armée, je serais intéressé pour rejoindre une équipe dans telle région, et on vous proposera potentiellement au moins de faire des parties de test pour voir comment vous intégreriez dans l'équipe, etc. Oui, ça se fait beaucoup. Pour la Ligue 3, en fait, c'est très simple parce qu'on ne demande pas souvent un niveau de jeu particulier. Ouais. Donc, des fois, il y a des gens, il leur manque le petit 6e, ou il leur manque même un remplaçant, ou peut-être juste un coach. On va en reparler après, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller voir, parce que s'il faut, dans votre région, ça cherche, et vous, ça peut être une occasion de découvrir. Voilà. Et de te faire des nouveaux amis. Oui, et tout aussi, ça. Ouais, vraiment, parce que ça peut être une bonne option aussi si vous arrivez dans une nouvelle région, que vous n'avez pas de groupe de jeu, que vous connaissez personne. Essayez de rentrer dans une équipe là-dessus, ça peut être très cool aussi pour vous faire justement ce groupe de potes avec qui vous avez envie de jouer. Bon, en termes de déroulé, faut bien voir que comme c'est une ligue en général régionale, ça va pas forcément se dérouler dans la ville où vous êtes. Il faut être prêt des fois à faire un petit peu de route. Nous, par exemple, à Brest, si jamais c'est organisé à Rennes, on a 2h30, 3 heures de route pour aller là-bas. Donc il faut être prêt à se déplacer. Souvent c'est organisé par une asso locale qui va du coup recevoir, avoir les tables, organiser potentiellement tout ce qui est alimentation, nourriture et autres si c'est prévu aussi, et qui va s'occuper de gérer tous les scores, de contacter les arbitres et autres. C'est ça, vous avez deux, donc comme je disais, il y a le match aller, le match retour, il y a 2 tournois par an pour la Ligue, donc c'est pas énorme quoi, hein. Globalement c'est à peu près 40 € le PAF, donc le participation aux frais par joueur. Vous prenez un engagement quand même de participation au niveau de l'équipe. Chaque joueur peut décider de ne pas être là parce qu'il peut peut-être pas, mais l'équipe, elle, se doit d'être là. Alors c'est vraiment de la bienséance, c'est vraiment du côté humain. C'est de la politesse, parce que c'est organisé par des bénévoles, tout ça, même à la FEC. La FEC, c'est que des bénévoles, donc voilà. Il faut respecter un minimum ça. C'est comme tes potes, quand t'as dit que tu viens, t'annules pas à 17h le soir même. C'est ça. Bon, en général, la période pendant laquelle se déroule le match aller et le match retour, c'est de septembre à juin. Nous, notre aller, là, c'était fin novembre. C'était entre 29 et 30 de mémoire. C'est ça. Et le retour, pour l'instant, on n'a pas encore les dates, mais voilà. Non. Ça dépassera pas juin. C'est sur cette saison, entre guillemets, avant les vacances, entre les vacances scolaires d'été, quoi. Sinon, plus personne n'est jamais dispo, forcément. Bon, toi, du coup, qui est à l'assaut de Brest, qu'est-ce que ça implique comme orga pour une asso qui voudrait justement participer à la Ligue, organiser un match de Ligue, à quoi faire? Donc, si vous êtes une association et que vous voulez recevoir une Ligue, il faut vous prendre contact avec le headref. Alors, c'est l'arbitre de référence de votre région. C'est à lui que vous pouvez proposer que vous avez donc une salle ou vous avez une organisation qui fait que vous êtes capable d'organiser ça. En fait, vous allez avoir besoin donc d'une salle pour recevoir, d'installer de mobilier, des tables physiques, pas la table de jeu. Encore, je parle des tables pour pouvoir poser le tapis dessus et poser les décors dessus, d'avoir les tapis et les décors, évidemment. Oui. Ça se prête beaucoup entre assos. Faut pas hésiter à prendre contact avec les assos que vous avez autour de votre région ou avec les joueurs, parce que des fois, c'est les joueurs qui vous ramènent une table de jeu avec des décors pour compléter ce que vous avez. Faut pas hésiter à le faire. Globalement, il faut se dire que une Ligue 3, c'est il y a 6 équipes de 6 joueurs, 36 joueurs, mais ça veut dire qu'il y a 18 tables, du coup. Donc 18 tables, c'est pas énorme à mettre en place. Globalement, c'est accessible. Voilà. Dans le règlement de la FEC, on demande qu'est-ce que les joueurs, quand ils arrivent à 8h le matin, ils soient reçus avec un petit-déj, café, thé, viennoiserie. Ça dépend, il y a des endroits où il y avait des sneakers ou des trucs, c'était pas terrible, mais d'autres endroits où c'était des 4x maison, enfin des trucs, voilà. Et ça, vraiment, c'est à votre regard. Nous, on a décidé d'avoir un standing à Brest, parce qu'on est un peu au bout du monde déjà et que c'est par correction avec les gens qui viennent. Mais donc voilà, nous c'est café bio, on a des viennoiseries, le café à volonté, le thé, machin, tout ça. Voilà, on se met bien direct. Ensuite, il faut prévoir les repas de midi.
Oui. Ça se passe sur 2 jours, donc c'est chaque fois un dimanche midi et samedi midi. Il faut que ce soit compris. Et il faut aussi, dans l'organisation, que vous prévoyez des choses pour les véganes, pour les gens qui ont des allergies, pour des choses... Alors, souvent, ce qu'on trouve, c'est des sandwichs. Pareil, nous, à Brest, on avait décidé de passer par un traiteur maintenant parce que les gens, ils viennent des fois de 3 heures de route. Ça veut dire qu'ils vont manger un sandwich vite fait sur la route, ou que le soir, en arrivant, ils commandent une pizza. Après, le midi, c'est encore un sandwich. Le soir, c'est un McDo parce qu'on termine à 21h. Du coup, vous finissez avec le bide en vrac à la fin du week-end, c'est pas terrible. Donc, d'avoir un traiteur d'un repas, si vous êtes capable de le faire, ou que vous avez un membre de votre association qui est restaurateur. Je l'ai vu, je dis un petit coucou à l'assaut du Sud, la Grabuge à Carcassonne, qui nous ont régalé à chaque fois qu'on est venu. Voilà. Donc, il faut se mettre bien, il faut que vous mettiez bien les gens qui vont y venir. Et d'après, essayez d'avoir une buvette pour tout. Voilà, c'est le plus important. Pour avoir de la bière à volonté, il faut un minimum. Sachant que tout ça, c'est bien sûr payé par la participation aux frais. Voilà. C'est l'asso, on n'attend pas de l'asso qu'elle débourse de sa poche bien sûr. Une tonne de pognon. Non, clairement, vous avez... Alors, c'est la FEC qui récupère l'argent des participations aux frais par le site Mini Headquarter dont je parlais pour les inscriptions. Mais après, vous leur fournissez donc les factures, même en avance. Vous pouvez leur dire, nous, ça va nous coûter ce temps d'avoir la salle, ça va nous coûter tant, et ils vont vous faire les versements pour vous payer. Il vous faut aussi des bénévoles après, évidemment, pour tenir la buvette. Et tout ça, ça s'organise un minimum. Voilà, mais globalement, c'est assez simple. Et c'est la FEC qui s'occupe de vous envoyer les arbitres. Voilà, je crois que la FEC, elle récupère 5 € sur le PAF pour défrayer les arbitres, justement, et pour tout ça. Bon, du coup, comment est-ce qu'on se prépare en tant que joueur à ces tournois ? Moi, j'ai du coup commencé un peu à le faire, même si j'ai pas participé à l'aller de la Ligue 3, je serai là pour le retour. Et du coup, le premier point, c'est d'établir ce qu'on appelle un roster. Donc le roster, en fait, c'est l'ensemble des armées que vous allez jouer dans votre équipe. Donc en L3, il y a 6 joueurs, donc il vous faut 6 armées. Et normalement, chaque armée doit être conçue pour être efficace contre un certain type d'adversaire. Est-ce que vous allez chasser du gros profil, du gros véhicule ? Est-ce que vous êtes efficace contre les hordes, contre les élites ? Est-ce que vous êtes une armée qui défend bien ou une armée qui assaille bien ? Donc tout ça, il faut le réfléchir pour avoir une équipe qui est construite de bout en bout et qui est du répondant contre un peu toutes les situations qu'on peut vous mettre en face. Finalement, c'est un peu comme quand vous faites votre liste en solo, sauf qu'au lieu d'avoir une seule liste pour répondre à tout, vous avez 6 listes pour répondre à toutes les autres listes qu'on peut vous mettre en face. Vous montez ça en équipe. Exactement. Avec de concert avec tout le monde. Et même avec ceux qui ne seront peut-être pas présents. Toi, tu as participé à la création du roster de l'équipe 3. Alors que tu as pas l'entraînement, mais j'ai pas joué. Voilà. Donc, typiquement, on en parlait dans le codex review de Necron, qui est une armée qui reçoit bien parce qu'elle ne prend jamais de cul. Voilà, ça c'est typiquement, dans votre stratégie, vous dites, tiens, on a tel joueur qui joue Necron, on peut le mettre pour absorber des codex un peu trop forts, qu'on ne sait pas trop gérer, etc., etc. Bon, une fois que vous avez fait votre roster, vous faites votre entraînement, et je mets bien des guillemets parce que concrètement votre entraînement c'est que vous allez jouer au jeu quoi. C'est un peu ça qu'on veut faire. C'est ça, c'est le but quand même. On parle de tout ça, mais le but c'est quand même de jouer avec des figurines sur la table et de jeter des dés. Faut pas prendre ça trop au sérieux non plus. Donc le but c'est bien de faire des parties avec ses potes ou avec son groupe de jeu. Vous prenez la liste qui a été établie dans le roster et vous la mettez sur la table et vous essayez de la tester, soit contre les listes que vos potes vont amener aussi, soit eux ils peuvent essayer de jouer les listes des autres équipes pour que vous voyez vous comment est-ce que vous êtes capable de réagir vis-à-vis de ces listes-là. Par exemple, moi, quand j'ai aidé mes camarades à s'entraîner, j'ai sorti une liste Emperor Children dans le détachement Démon, où j'avais Fulgrim, Chalaxy, Défins, etc. C'est pas une liste que moi, je joue personnellement, que je trouvais pas particulièrement mystifiante sur la table, mais du coup, j'ai aidé 2 de mes camarades à s'entraîner contre, de voir comment leur liste est capable de répondre à ça, et du coup, le jour J, à la Ligue, si jamais on leur dit « Est-ce que tu te sens capable de jouer contre ça ?» Eh bien, ils peuvent te dire « Ah bah non, j'ai pas ce qu'il faut », ou au contraire « Bah oui, bien sûr, ça, je le gère facile ». Voilà. C'est ça le but de l'entraînement, mais ça reste du jeu entre potes. Ça reste du jeu entre potes, exactement. On joue à Warhammer, c'est ça l'entraînement. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le calendrier en fait de la préparation du tournoi, vous allez avoir une phase, déjà, vous connaissez la date du tournoi, typiquement, voilà, admettons, c'est le 30 janvier, c'est la Ligue 2 pour nous, voilà, on le sait en avance. Donc on réfléchit à ce roster qu'on va amener pour la Ligue. Ensuite, vous allez avoir les listes à préparer, une date où on arrête la méta, c'est-à-dire que on arrête les sorties de Game Workshop. En général, c'est un mois avant la date. On dit, voilà, à partir de telle date, tout ce qui sort après cette date n'est pas pris en compte. Donc, s'il y a une data slate, des changements de coup en point, un nouveau détachement, un machin, vous n'avez pas le droit de le prendre et de le jouer. Voilà. Vous savez que la date, elle s'arrête là. Donc, vous pouvez déjà faire vos armées à ce moment-là, etc.
15 jours avant la date de la ligue elle-même, vous déposez donc vos listes sur le petit mini headquarter là, qui vont être corrigées par des arbitres ou corrigées par les autres équipes aussi. Ça se fait beaucoup. Comme ça, les autres, tout le monde regarde un peu les équipes des autres, etc. Enfin, tout ce que l'on joue. Il y a un format relativement standardisé pour les listes qui, en général, c'est un export de l'appli Games avec des petits bonus en plus. Souvent, combien vous donneriez de points sur Assassinat, sur Abattez-le, des choses comme ça, pour que l'adversaire se dise, voilà, qu'est-ce que je peux jouer en face. Mais il y a quelques détails en plus, mais sinon, c'est une liste exportée. Du coup, derrière, ça vous permet de préparer vos listes adverses que vous allez voir. Du coup, vous allez voir les listes adverses. Vous ne pourrez plus changer vos listes, évidemment, mais vous allez commencer à vous préparer. En même temps, les arbitres vous donnent les scénarios et dans quel ordre vous allez les jouer, contre quelle équipe. Donc, vous vous retrouvez avant le tournoi à savoir, tiens, le samedi matin, on joue contre telle équipe sur tel scénario avec tel type de table. Voilà, c'est comme ça que ça se prépare. Et donc, vous, en amont, vous avez besoin de préparer la matrice. Voilà. Donc, la matrice, en gros, c'est... Vous êtes capable de dire sur votre armée, ou en tout cas vous devriez être capable de dire, ça s'apprend, c'est pas évident, non, c'est pas évident. Quel résultat vous pensez pouvoir faire contre telle ou telle autre armée. Et donc on vous dit, par exemple, moi je vais jouer ma liste Démon Emperor Children, en face de moi je vais avoir une liste Admech Belisarius Call full poulet, est-ce que je gagne contre ça ou pas? La réponse est probablement pas, je vais probablement me faire saigner, et ça sera probablement un score assez dégueulasse en ma défaveur, donc je vais dire que mon estimé il est plutôt mauvais là-dessus, et qu'il vaut mieux pas m'envoyer là-dessus. Par contre, on me donne une liste où c'est que des trucs très élites qui veulent me charger au corps à corps, qui n'ont pas d'invue et qui n'ont pas de combat en mourant. Là, je te dis oui, je les prends facilement. Et donc, je dis, normalement, je pense que je suis capable de gagner de 5 points, 10 points, etc. Là, c'est très important. C'est très difficile comme exercice. C'est aussi marrant. C'est là où on va vraiment se concerter tous les uns les autres. Nous, on fait à chaque fois un apéro pour se mettre d'accord sur... On prépare un tableau. C'est un tableau Excel. Vous avez les différents membres de votre équipe d'un côté, les différents membres des équipes adverses, et vous faites un onglet par équipe adverse, et vous remplissez avec des couleurs, souvent, ou des chiffres, ou des choses comme ça, pour savoir, voilà, moi, contre ce match-up-là, je gagne, je perds, comme vient d'expliquer. C'est ultra important parce que ça va nous amener à l'étape d'après, qui sera le pairing. Bon, faut voir que nous, l'équipe pour la L3, les estimés... quasiment tout le monde dit « je perds », parce qu'en fait, on n'a pas envie instinctivement de décevoir l'équipe, et donc on préfère dire « je vais perdre » et rapporter finalement un nul ou une victoire, plutôt que de dire « ouais, t'inquiète, je le défonce », et en fait se prendre une énorme volée. Donc c'est plus facile de dire « je perds ». Maintenant, plus on est pertinent, et plus c'est bon pour la stratégie, évidemment. Et puis après, évidemment, ça se pratique. Nous, c'est notre première participation, donc on ne peut pas savoir ce genre de choses encore. Voilà, c'est un exercice qu'il faut... faire par plaisir. Faut pas se prendre le chou. Si ça vous gonfle les matrices, vous laissez tomber. Exactement. Là encore, on rappelle que tout ça, c'est dans des conditions idéales. Maintenant, vous jouez avec 6 autres êtres humains qui ont leur propre dispo et vous avez les vôtres. Vous prenez le temps que vous voulez accorder à ça. Personne ne vous oblige à répéter tous les 3 jours, faire 12 parties par semaine, etc. Bon, du coup, on a parlé de pairing ou d'appariement des listes entre elles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, donc le pairing, on va y revenir vraiment juste après. Là, ce que ça développe déjà par rapport à cette matrice, c'est la stratégie que vous allez devoir aborder par rapport à l'équipe adverse. C'est-à-dire que, finalement, sur votre tableau, vous vous rendez compte que Jean-Louis, il perd contre tout le monde. Par contre, les autres, on s'en sort pas trop mal, mais il y a un codex en face qui nous embête. Bon, on sait déjà que Jean-Louis, on risque de l'envoyer contre le codex qui nous embête. Il va perdre, on le sait. Il le sait, on lui en voudra pas. De toute façon, il faut bien comprendre que en équipe, là, vous êtes là pour jouer ensemble. C'est pas, faut pas se reprocher après quoi que ce soit. C'est toxique. Sinon, ça marche pas. Et ça ne marche pas. Donc, une fois que vous êtes en partie, vous faites les résultats que vous faites, ça correspond à votre matrice. Bravo. Ça correspond pas, c'est chose qui arrive. Faut pas. Voilà. Si arrivé en Ligue 1, vous faites des estimés complètement à côté de la plaque et que vous vous faites rincer par des armées que vous pensiez gagner, effectivement, peut-être qu'on vous dira qu'est-ce qui s'est passé. Mais en Ligue 3, tout le monde s'en fout. Là, on n'est pas dans le même milieu. Ligue 1, là oui, on n'est pas en équipe de France. Vous avez des tueurs d'enfants là-bas, et ils sont là pour c'est du carré. Là, on parle de la Ligue 3. La Ligue 3, c'est vraiment une autre façon de jouer en amical. Là, pour se marrer. Voilà. Bon, donc une fois qu'on a fait sa matrice, qu'on s'est entraîné, qu'on a notre stratégie d'appariement de OK, on sait que lui, il va tanker l'adversaire, lui, il va plutôt aller chasser un truc, lui, c'est celui qu'on sacrifie contre un codex qui nous embête. Comment ça se passe derrière l'arrivée en Ligue? En gros, l'arrivée en tournoi, déjà, vous faites la route avec les copains, covoiturage, et il faut essayer d'économiser de l'essence, les gars. Souvent, ce qui est fait, c'est qu'on prend un Airbnb
pour tout le monde, parce que ça nous permet en fait dans le Airbnb, soit on se met une murge parce que ça nous fait plaisir, soit on en profite pour revoir nos stratégies ensemble, parler des journées qu'on vient de faire de tournois, dire tiens, moi je pensais que j'arrivais à faire ça, en fait j'y arrive pas, ou je pensais que j'étais un peu juste, mais en fait c'est facile, vous pouvez m'envoyer là-dessus. Bref, vous avez votre truc. On arrive le matin à 8h, samedi matin c'est 8h pour commencer le tournoi. Vous avez le petit-déj. Commence par un briefing des arbitres. Donc les arbitres, c'est traditionnel, ils appellent tout le monde, ils vous rappellent que vous êtes là pour vous amuser, que vous allez avoir une cloque à utiliser quand on va y revenir, mais que voilà, tout ça, que vous êtes là c'est dans le jeu d'intention, donc vous parlez, etc. Machin. Et ensuite, ils vont vous assigner ce qu'on appelle les travées. Donc les travées, c'est un ensemble de tables où vous allez affronter une autre équipe. Comme vous êtes 6 joueurs, vous allez affronter 6 joueurs en face, vous avez 6 tables, et donc chaque table a son type de décor dessus. Et donc, c'est là aussi, on va voir que c'est important derrière. Et ensuite, on attaque le pairing. Voilà. C'est le nerf de la guerre. En fait, c'est le mini-jeu à l'intérieur de la ligue, finalement. C'est ça. Donc, en fait, on sait que les deux équipes ont chacune leur 6 listes. Comment est-ce qu'on dit qui affronte qui? Je vais vous faire en même temps un schéma, de toute façon, pour que vous compreniez bien. Les deux capitaines vont poser une première carte, qui va être la carte Def 1, on appelle, simplement. Défense. Donc, chaque capitaine pose sa carte cachée, quand tout le monde est prêt, hop, on les retourne. Alors, moi, j'ai mis World Eater, toi, t'as mis un Imperial Knight. Ok, on se concerte en équipe, on voit avec sa matrice, etc., comment on s'organise, et on va proposer 2 attaques sur chaque Def. Donc, on va mettre, typiquement, en face, on voit qu'il y a Imperial Knight, par exemple, on va mettre, un Eldar et un World Eater en face, et eux, sur le World Eater, ils vont mettre leur truc. On retourne donc les attaques, on voit qui attaque qui, et donc chaque capitaine va choisir qui va accepter dans l'attaque. C'est-à-dire que vous avez un choix sur 2 pour votre joueur, et donc vous décidez de qui va affronter. Ça, c'est la première def, et c'est aussi à ce moment-là, une fois que vous avez choisi qui va être affronté qui, on lance un dé. Celui qui gagne, l'équipe qui va gagner, va choisir sa table en premier. Et donc c'est aussi crucial parce que, comme on a expliqué, il y a 6 tables différentes. Il y en a où ça peut être très la pampa, donc ça peut être très bien pour des tables de tir. D'autres où c'est très cloîtré, donc c'est très bien pour des tables de corps à corps. Et des fois, dans votre façon de construire l'armée, vous avez prévu de jouer que sur des tables vraiment très chargées, qui vous arrangent, ou très très libres, parce que voilà, et vous allez être en def 1 justement pour choisir cette map. Donc ça fait partie de la stratégie. Ce qu'il faut comprendre après, c'est que le système se fait un peu comme pierre-feuille-ciseaux. On a des armées qui seront des pierres, des armées qui seront des ciseaux, etc. Ensuite, on parle vraiment de la permanente Ligue 3, à 6 joueurs. Vous passez donc à la deuxième défense. Là, c'est pareil que pour la première, sauf qu'à la différence que là, les refusés, c'est-à-dire les 2 attaquants qui seront proposés, il y en a un des 2 qui va être refusé, il va affronter l'autre qui est refusé en face. Ça vous fait déjà, du coup, les 4 parties avec les defs, et une partie de plus avec les refusés, qui va être la 5e. Et donc, il va vous rester les oubliés, qu'on appelle, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas du tout été choisis, qui sont les derniers, qui vont forcément s'affronter. Voilà. Et donc, toute la stratégie, elle fait en sorte que, par rapport aux matrices que vous avez vues, chacun a des préférences. C'est d'aligner les préférences à vos adversaires pour faire le meilleur score possible final, parce que le score global représente le score de toutes les tables. Voilà. En fait, chaque partie qui va être jouée par les joueurs va rapporter un score sur 20. C'est le score à la façon WTC, que vous nous avez déjà peut-être vu employer sur les rapports de bataille. En gros, c'est le score sur 100 points de Games Workshop, ramené sur 20, tout simplement. Chaque tranche de 5 points d'écart, c'est 1 point de différence entre les scores. Alors ça, vous avez un rappel dans les feuilles de score typiques de trucs, qui s'explique. Voilà. Et donc, en gros, vous additionnez le score de chacun des joueurs sur chacune des parties qu'il a faites, et c'est le score global de l'équipe, et ensuite on compare qui a gagné, qui a perdu par rapport à l'équipe d'en face. Voilà. Ça fait un score sur 120 points. Donc si chacun de vos 6 joueurs a ramené 20 points, vous avez 120 et l'équipe adverse a eu 0. Voilà. 0. Donc on a mentionné justement le fait de choisir sa table, donc des tables soit très ouvertes, soit très refermées. Ça, c'est là que le concept de layout intervient. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous avais dit, il y a les layouts Games Workshop, les layouts WTC, les layouts FEC, et il y a les layouts que nous on n'utilise pas en France, qui sont les layouts UKTC, qui sont pour les tournois au Royaume-Uni. Voilà. Nous, en général, en Ligue 3 cette année, les capitaines ont voté pour utiliser les layouts de la FEC, qui sont souvent un petit peu plus ouverts, un peu plus faciles à manœuvrer avec des véhicules, parce que vous avez des zones de gravat qui ne bougent pas complètement, où il n'y a pas de mur, mais qui bouchent la vue comme des ruines, mais on peut passer à travers. En Ligue 2, vous êtes en WTC, où c'est souvent un petit peu plus fermé, parce qu'il n'y a vraiment que du mur, pas de gravat, et c'est que des patrons de ruines taille complète. Il y a des tournois qui sont en format Games Workshop, typiquement le Atlanta. Atlanta, voilà, le championnat du monde, Donc,
Ça, c'est un truc important à noter parce qu'effectivement, votre armée, elle se joue pas du tout pareil en fonction du layout. Si vous jouez par exemple en Emperor Children Fulgrim, sur un layout fake, c'est vachement plus facile de faire passer son énorme socle. Par contre, si vous jouez en WTC, vous allez vraiment avoir du mal parce que vous passez pas au-dessus de grand-chose et il y a plein d'endroits où le socle rentre même pas, donc vous passez pas du tout. Donc ça peut quand même beaucoup influer sur la partie. Typiquement, sur un layout WTC, le Land Raider va avoir 1 voire 2 passages. Voilà. Sur un layout fake, il passe sans problème. Il y a un Bendblade même, il passe sans problème. C'est ça. Et donc, quand on a appairer tout le monde, avec ce pairing, justement, chacun connaît son adversaire, il connaît sa table. Donc, il se présente à la table et va expliquer chacun son armée à l'adversaire. Il l'a vu, il l'a déjà lu, vous allez gagner du temps là-dessus, mais c'est par correction que vous réexpliquez les choses et vous réexpliquez tout ce que vous pouvez faire avec votre armée. Il s'agit vraiment de jamais faire ce qu'on appelle le gotcha. Exactement. Le gotcha, ça veut dire je t'ai eu, got you. En anglais, c'était le voilà, qui est vraiment anti-jeu et que personne ne veut. On en a bouffé pendant 9 versions avant, on veut plus. Je vous avais fait une vidéo dessus sur la chaîne sur justement quand je parlais du jeu d'intention. Là, l'idée c'est bien de montrer à votre adversaire ce que font chacune de vos unités, c'est quoi les améliorations qu'il y a dessus, c'est quoi les stratagèmes que vous pouvez faire, c'est quoi vos règles de détachement. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui ont dit « je comprends pas pourquoi je dois lui expliquer ce que je fais, pourquoi est-ce que je devrais lui dire pendant la partie ce que je peux faire ?» Parce que si vous le faites pas, lui non plus, il le fait pas. Et donc le gagnant, il n'est pas décidé sur la compétence, il est décidé sur sa connaissance parfaite de toutes les règles du jeu, de tous les détachements, c'est impossible. Ce qui est naze. Bon, moi, je vieillis, 23 factions à retenir, c'est compliqué. J'oublie déjà la mienne, donc je veux dire... Même moi qui fais 3 vidéos par semaine sur Warhammer, je connais pas toutes les règles de toutes les unités, de tous les détachements, de toutes les armées. Ça n'est pas possible. Donc, par correction, on explique bien. Et on explique même les petits combos. Faut pas hésiter. On explique. Alors attention, parce que du coup, ça veut dire que ça, tu vois, si je descends, que je décharge, je peux bouger de 24. Ça veut dire que je te charge à 30. Voilà. Faut l'expliquer. Ça ne coûte rien. Et dites-vous bien qu'en plus, quand vous expliquez des trucs comme ça, des fois l'adversaire, ça le fait flipper. Et du coup, vous faites ce qu'on appelle un brain. C'est-à-dire que le mec, il se met tout seul dans sa tête. Ah, mais mince, il peut faire ça, il peut faire ça. Et en fait, c'était pas du tout aussi fort que ça. C'est juste que dans sa tête, il s'est dit, ah oui, c'est vrai que tu peux faire un mouvement réactif, je vais pas aller là. Et en fait, il s'en foutait. Mais comme vous lui avez rappelé plusieurs fois, et il se dit, mince, il y a ça, faut que je fasse gaffe. Donc ça n'enlève pas la stratégie derrière le jeu. Pas du tout. Il y a aussi du bluff. C'est juste, oui, il peut y avoir du bluff, mais voilà, c'est de la bienséance. C'est de la bienséance. Voilà. On est là pour jouer, pour savoir qui maîtrise le mieux le jeu et son armée, pas qui connaît par cœur le jeu et du coup est capable de savoir avant que tu le fasses qu'est-ce que tu vas faire. Vous avez présenté vos armées. À un moment, en fait, vous avez un temps qui est imparti pour le pairing qui est de 45 minutes. Globalement, un pairing, c'est à peu près plié en 20 minutes. Sauf qu'au moins, ça laisse le temps aux gens d'aller sur leur table, de s'installer, d'expliquer les armées avant que les arbitres vous disent on lance les cloques. Donc les cloques, qu'est-ce que c'est ? C'est comme aux échecs. Des horloges d'échecs. Les horloges d'échecs, c'est celle-là. Vous avez un timer pour chacun des joueurs. Voilà. C'est impressionnant au début. Honnêtement, plus on joue avec, moins on a envie de se repasser. Au moins, ça force un jeu équilibré. Vous n'avez pas votre adversaire qui va réfléchir tout seul sur son tour pendant 1h30 et qui fait que vous vous retrouvez à pas pouvoir jouer parce qu'il y a le plus de temps. Je pense qu'on a déjà eu tous l'expérience de jeu amical où il y a des parties qui durent 7 heures parce que on discute et on s'amuse, et ça c'est normal, mais il y a aussi tout le côté, ah ouais mais attends, si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça, et attends, et si moi je fais ça, ouais mais attention, c'est parce que si tu fais ça, moi je fais ça, ah oui mais attention. Et en fait on n'en finit jamais, et il y a des fois on finit à 20h30, 21h, on n'en peut plus, on est rincé, là ça évite ce genre de truc, parce qu'il y a un temps à tenir, il va falloir faire peut-être 2-3 parties dans la même journée. Ça ne vous empêche pas de faire une partie où vous allez rigoler, dire des conneries avec votre adversaire. 3 heures, c'est un bon temps pour une partie, mais il ne faut pas oublier surtout, c'est que le tournoi se fait sur le samedi et dimanche. Le samedi, déjà, vous avez 3 parties à faire dans la journée. C'est sport. C'est sport. Faut se préparer à ça. Physiquement, c'est mieux. Moi, je fais du rameur, ça ne se voit pas du tout, mais ça aide beaucoup parce que vous allez rester 9 heures de partie, déjà debout, à tourner autour, à vous pencher sur la table, etc. Donc, physiquement, il faut se préparer un petit peu. C'est toujours mieux. Et puis, vous allez quand même avoir le temps de discuter, de réfléchir, etc. Il ne faut pas stresser avec ça. Si ça vous paraît impossible, dites-vous bien que là, c'est une liste d'armées que normalement, vous avez déjà joué 4, 5, 6, 10 fois avant de venir. Même si vous êtes très peu entraîné pour la ligue, parce que vous y êtes en mode « moi, je suis là pour me marrer, pour faire un tournoi, c'est rigole », vous l'avez probablement au moins joué 3-4 fois. Donc vous connaissez par cœur vos stratagèmes normalement, vous savez quelles sont vos unités, qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Vous n'allez pas passer votre temps à retourner dans l'appli, chercher la règle, est-ce que c'est PA-2, est-ce que c'est dégâts 1 ? Tout ça, vous le savez par cœur. Et du coup, ça gagne vachement de temps aussi sur le jeu. C'est beaucoup plus simple. Typiquement, vous avez aussi de l'habitude des déploiements. Les déploiements. Où est-ce que vous mettez vos figurines en général ?
parce que vous savez que ça, en général, ça attaque bien et ça doit rester derrière, donc vous y passez pas 50 ans non plus, donc ça gagne quand même pas mal de temps aussi. Les déploiements, les terrains, vous les connaissez en amont, comme il dit, donc Oui. vous pouvez préparer vos Exactement, déploiements en amont. Et vous savez aussi ce que vont jouer vos adversaires, vous savez peut-être potentiellement si vous faites l'appairage comme vous voulez, contre qui vous allez jouer, donc vous pouvez déjà préparer vos stratégies avant même d'être sur le tournoi. Ce qui fait que quand vous êtes sur le tournoi, il n'y a plus qu'à dérouler en fait. Hein. Donc voilà. Et puis là encore, vous êtes là pour vous marrer. Donc si vous êtes mal déployé, si vous avez mal joué, c'est pas grave en fait. Non. On est là pour rigoler, c'est pas gênant. Sauf si vous êtes mis vous-même un objectif de notre équipe, on Elle veut doit tout défoncer, gagner. on doit gagner, on veut monter en Ligue 2, machin. Ah ben alors là, vous en Et prenez dans qu'à ce vous. cas-là, c'est à vous de vous entraîner. Mais si vous êtes là pour vous marrer, personne ne vous reprochera rien, vous jouez comme vous le sentez. Par contre, effectivement, s'entraîner à jouer sur 3 heures, des fois c'est compliqué. Nous, on a vu quand même que dans notre équipe, il y en avait plein qui n'étaient pas sûrs du tout sur leur capacité à tenir, et en fait, ils l'ont fait. Oui. Donc, Ben, bien. typiquement, voilà, Azaz, tu nous regardes. Hein, on sait qu'il y avait un gros problème avec ses parties. Il n'arrivait pas à faire des parties de moins de 5 heures. Il a très bien fait sa partie en 3 heures avec la cloque, sans Et problème. en plus, il a pas fait des mauvais scores non plus. Non, Donc, il s'est bien démerdé. Il s'est pas obligé à jouer mal pour le plaisir. Donc, non, vraiment, voilà. Vous stressez pas avec ça. Si vous entraînez avec, le jour J, ça passera. Vous faites donc votre partie. À la fin de votre partie, vous avez un score. Ce score va être additionné au score de vos copains. Et vous voyez quelle est l'équipe qui va gagner ou quoi. Vous donnez ces scores aux arbitres. Les arbitres vont faire les appareillements qui suivent. Et en fait, voilà, ça va se dérouler tout simplement le tournoi. Sauf qu'après la première game du samedi matin, vous avez le repas. Ouais. Ça en profite souvent pour manger, on redébriefe vite fait du fait que ah mince, moi sur les matrices, je pensais que j'arrivais à manger les custos, mais en fait je galère, donc je vais mettre un petit peu moins tout ça. Et on se réadapte tout ça. Ou alors, typiquement, moi non, me mettez plus contre tel type d'armée, je déteste, je passe un mauvais moment, ça me saoule et tout ça. Ok, pas de problème, hein, voilà, vous vous organisez. C'est humain. Vraiment, faut vraiment pas le prendre compétitif. En fait, c'est vraiment le mot qui lui va pas du tout, parce que c'est une autre façon de jouer en amical avec ses potes. Ça n'a rien à voir avec le tournoi solo. C'est rien à voir. C'est pas pareil. Ouais. Bon, du coup, il y a quand même une certaine attitude à adopter, parce que comme on vous dit, on est là pour se marrer, on est là pour jouer sympa. Ça reste quand même un événement organisé où tout le monde veut avoir une bonne expérience, pas que vous et votre équipe, les autres équipes aussi. Ouais. Donc, il y a quand même une certaine tenue à respecter, quoi. On respecte les adversaires, évidemment, ça paraît évident. Pas d'insultes, pas de moqueries, comme on disait, tu joues trop mal, non, voilà, ça c'est naze, hein, jamais de la vie. Et alors, en interne dans une équipe, mais jamais. Tu dis jamais à ton pote, t'avais dit que t'allais gagner, puis t'as perdu, finalement, t'es qu'un nul. Jamais vous faites ça, parce que vous auriez pu être à sa place et vous auriez la même chose. On met des matrices, on remplit des matrices aussi bien qu'on peut, on peut se tromper, voilà. Mais après, c'est tout l'inverse. Quand on est en équipe, ah, mais t'as fait un mauvais résultat. C'est difficile, des fois, de prendre un gros cul. Eh ben, faut soutenir son copain qui a pris un gros cul. Faut lui dire, allez, vas-y, ça va bien se passer. Tu vas voir, tu vas faire la prochaine partie, tu vas rigoler. Bon, voilà. Et c'est très important d'avoir cette attitude en équipe parce que le moral joue énormément en partie. Surtout quand vous arrivez à la troisième partie du samedi soir. Fatigué, là, vous fatiguez, vous en pouvez plus. Si vous avez déchatté toute la journée, que vous êtes tombé contre des adversaires difficiles qui vous ont ratatiné, moralement, si en plus on vous enfonce dans votre équipe, ça va pas être un bon moment. Donc c'est pour ça que c'est important qu'entre dans l'équipe, vous motiviez. C'est un jeu de gentleman, hein. On est là pour se marrer, on est là pour être sympa entre nous. Vous n'êtes pas sur le chat vocal de Fortnite ou de Call of Duty où t'insultes la mère de ton adversaire. Jamais de la vie, ça sera jamais toléré. Bon, évidemment, pas de tricherie sur la table. Alors, il y a une différence entre je me suis trompé dans ma règle, je m'en rends compte et j'en fais part à l'arbitre qui décidera de ce qui va se passer. Voilà. Et je volontairement cache mes jets de dés, je fais semblant que j'ai fait 5-6, je me suis donné sustain alors que j'avais pas. Voilà. Ça, c'est pas toléré non plus. Si vous faites choper avec ça, c'est toute votre équipe qui va en pâtir. Les arbitres sont ultra humains, hein, vraiment. Et en fait, et puis ils savent que ça arrive, que c'est un jeu compliqué. Ce qui va se passer, vous avouez que vous vous êtes planté sur une règle, l'arbitre il va venir voir, il va regarder, il va poser la question, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose, est-ce que machin, objectivement, normalement votre adversaire, et en fait finalement il avait pas une your cover, en fait il s'est planté, il pouvait pas l'utiliser comme bon. Ça n'a rien changé, on s'en fout. Tu remets tes figurines, c'est pas grave. Voilà. Mais la triche en elle-même n'a aucun intérêt. Je veux dire, c'est ultra toxique. Et globalement, on le voit quasiment plus, mais on en a vu. Il y a encore les dés pipés où tu as deux faces qui font 6. C'est ça. La pire qu'il y avait eu à l'époque, c'était ce que j'ai connu moi dans un tournoi, c'était un mec qui avait transformé les 2 sur ses dés en 5. Ça se voit pas, c'est invisible, tu lances les dés comme ça, t'as pas 12 006, mais c'est vrai que t'as quand même beaucoup de 5, mais ça se voit moins. C'est des malins. Bon, ça c'est nul à chier les gars. C'est malin, franchement, j'ai trouvé que c'était très malin, mais ça ne sert à rien, faut pas le faire. Et puis,
vous allez gagner un truc qui n'a aucun... Vous poussez des figurines en plastique, les gars. Voilà, c'est ridicule. Faut... Vous n'allez pas aller dans la rue en disant « Ouais, moi, je suis champion !» Et il n'y a pas de cash prize. Hein. Personne gagne 50 000 balles quand il a gagné. Hein, donc, ça sert à rien. Donc, au moins, soyez honnête avec vous-même. Jouez au mieux possible. Ne vous trompez pas sur vos règles. Ça arrive. Moi, quand on a toutes les versions dans la tête, ça m'arrive des fois de mélanger. Encore. Des fois, j'arnaque mes adversaires. Bah, désolé, les gars, fois on se fait arnaquer. Des fois, c'est moi qui me fais arnaquer. Je m'arnaque des fois même tout seul. Oui, non, ça c'était. Ah, si, non, c'est ça. Non, bref. Voilà. En tout cas, la triche volontaire, évidemment, mais ça se passe de le dire, mais c'est mieux quand c'est répété. Mais c'est aussi pour rassurer les gens qui ont peur, peut-être qu'en tournoi, vous allez tomber sur des mecs qui vont vous arnaquer. C'est rare. Franchement, c'est rare. C'est des cas à part. Il reste encore des dinosaures qui sont comme ça. Bon, ils ont des égos, des mauvais perdants. On les repère vite. On fait attention dans ces cas-là, mais bon. C'est très rare. Et après, comme dans toute activité où il y a des arbitres, il y a des fois où vous allez avoir besoin d'appeler l'arbitre parce que vous n'êtes pas d'accord sur un truc. Est-ce que là, ma charge, elle passait pas? Est-ce qu'en fait, il avait le droit de se mettre ici alors qu'en fait, non? Est-ce que son socle, il passe là, à cet endroit-là? Parce que normalement, sur le chemin, il passe pas. L'arbitre, il vient et il vous donne une décision. Quand vous avez appelé l'arbitre et l'arbitre a donné sa décision, vous devez la respecter. C'est comme ça. C'est comme au foot. Ça. Quand l'arbitre il te donne un truc, tu fermes ta gueule et tu dis oui. Des fois, c'est tellement improbable, compliqué comme situation, il fait au mieux. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord, mais ce qui est interdit, c'est de ne pas respecter sa décision. Exactement. Voilà. Donc pas d'insulte à l'arbitre, pas de mais c'est dégueulasse, c'est tricher. Machin, on n'oublie pas, les arbitres sont bénévoles. Exactement. Ils prennent un week-end pour venir vous arbitrer et venir conseiller, machin. Donc voilà, faut respecter à mort ça. Bon, en termes de matériel, vous avez évidemment votre armée, vos dés, vos mètres, éventuellement différentes réglettes de 3 pouces, 6 pouces, 9 pouces pour mesurer facilement les trucs. Ça, c'est quand même pratique. Ou matérialiser vos zones de déploiement pour vous déployer, ça va plus vite. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Là, moi, je conseille d'avoir une bannette à dés parce que on perd énormément de temps quand les dés partent à courir dans tous les sens sur une table. Donc, c'est bien de les avoir dans un coin. Comme ça, vous vous mettez à côté de votre adversaire, il voit bien vos jets de dés, ça tombe dedans. Souvent, on se met d'accord, c'est ce qui tombe à côté est cassé, donc on le relance dedans. Voilà, c'est simplifier les choses, pas de problème. Il y a moins de cassés dans les bannettes, ou en tout cas, quand ils sont cassés, ils sont vraiment cassés. Voilà, on c'est voit pas très je suis bien. à mi-chemin sur un bout de ruine. C'est ça. Ensuite, il y a le plateau pour votre armée, parce que vous allez changer de table dans la journée. Si vous devez tout ranger dans des mousses et après tout ressortir pour les déplacer, c'est un enfer. Donc prévoyez un petit plateau. Les trucs magnétiques, les aimants collés sous les socles, c'est chiant à faire à mettre sur certaines alors, armées. Qu'est-ce que c'est bien Super glue sous le socle, l'aimant, on laisse sécher, il y a une tache blanche pourrie si c'est pas bien fait, machin. Mais par contre, à trimballer derrière, c'est juste une économie de temps fou. Et pensez à avoir un crayon, des trucs basiques. Et la cloque des jeux d'échecs, parce que vous devez l'avoir. Vos cartes aussi d'objectifs, ça c'est obligatoire. Et des objectifs. Mais dans les cartes d'objectifs, ça s'organise. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir le paquet entier, vous pouvez prendre que une des parties, c'est-à-dire la partie défenseur ou attaquant. Vous êtes avec un pote, vous êtes partagé vos cartes, mais vous êtes obligé de les avoir. Sur la cloque de jeux d'échecs, vous trouvez ça sur Amazon à 10 balles. Hein. C'est vraiment des trucs que moi j'en ai acheté 2 pour jouer entre potes de temps en temps. Je crois que j'ai dépensé 25 €. Hein. C'est vraiment, c'est que dalle. Hein. C'est pas cher. Essayez d'amener une copie de vos règles, de votre liste d'armée, des règles de votre armée. Le codex, des fois ça marche plus parce qu'il y a eu plein de mises à jour, plein de machins. L'appli de Games Workshop fait foi, c'est la référence. Donc en général, vous utilisez ça. Vous pouvez toujours utiliser un truc comme New Recruit ou War Organ, ce que vous voulez. Mais si c'est faux et c'est de votre fait. Donc attention à ça quand même. Sinon, vous pouvez aussi imprimer votre liste d'armées pour être sûr de ne pas vous planter et d'avoir un récap de vos stratas et tout. Ça aide toujours aussi. Et c'est pratique en référence pour pas avoir besoin de fouiller dans le tel et de perdre du temps. Il faut comprendre que si votre adversaire vous demande de lui montrer la règle, vous devez être capable de lui montrer la règle. Parce que c'est la base. Et vous lui dites, attention, là, je vais avoir pour un PC, je passe PA-4 dégâts 12, machin. Ah bon, sûr de ça, fais voir. Fais voir. Et il vérifie. Des fois, il a bien raison de vérifier parce que vous pouvez vous tromper aussi. Voilà. Ou des fois, c'est un truc débile ça s'active au début de la phase et t'as déjà bougé tes figues, donc t'es plus censé pouvoir le faire. Voilà. Typiquement, c'est comme ça que j'ai appris que la Storm Surge n'était pas une exo-armure. J'étais convaincu que oui. Il m'a dit, vas-y, montre-moi la règle. Ah oui, c'est vrai que t'as raison. Ah, mais Storm Surge, j'ai pas exo-armure. C'est vrai. Donc voilà, ça arrive, on peut se tromper. Mais bon, ça c'est. Et puis même juste par rapidité, pour référence, avoir une liste imprimée vite fait de ces stratagèmes à jour et imprimée depuis le pack de faction ou depuis une photocopie du codex, c'est quand même super pratique. Plutôt que de faire des allers-retours dans l'appli en permanence, c'est quand même simple. Bon, et du coup, on a notre équipe, on a joué le match aller, on a joué le match retour. Qui gagne, qui fait quoi, comment ça marche après ? Ça devient plus intéressant. Alors, il faut avoir l'ambition quand même de gagner parce qu'on n'y va pas en touriste et gagner la Ligue 3. Il y a quand même des gens qui jouent très bien en Ligue 3, mais vous allez trouver des gens complètement débutants qui viennent pour le fun. Mais si vous gagnez, sur la Ligue 3, vous avez les playoffs, ce qu'on appelle.
Donc c'est un peu comme au foot, c'est-à-dire qu'on va prendre de plusieurs régions les meilleures équipes et elles vont se rencontrer dans un 3e week-end dans l'année. Et suivant en fait le nombre de places qu'il y a en Ligue 2, ça va être la première équipe de ce match qui va sortir et qui va monter en Ligue 2, ou les 2 premières, ou comme nous c'était les 3 premières à l'époque quand on est monté, ce qui nous a permis de monter d'ailleurs en Ligue 2. Et voilà. Mais ça concerne vraiment que les meilleures équipes des poules et pour monter en Ligue 2. Ceux qui sont en Ligue 2 et qui descendent en Ligue 3, eux, ils descendent directement. Hein. Voilà. Bon, je pense qu'on vous a tout dit sur comment ça s'organise, comment on participe, c'est quoi l'attitude à adopter. Maintenant, on va finir, on va vous montrer juste quelques petits commentaires qui ont été laissés par des joueurs justement de l'équipe dont je fais partie, les Plumes, qu'on a interviewé du coup au match aller sur place. Donc évidemment, le son est ce qu'il est puisqu'on enregistrait avec ces mêmes micros-là, mais dans une zone où il y a 40 joueurs. Hein. Ouais. Donc forcément, c'est un peu bruyant, mais vous allez quand même entendre ce qu'ils ont à en dire et vous verrez que voilà, tout le monde, même les gens qui démarraient, sont bien amusés. Voilà, moi c'est Eddy, j'assène mon pseudo, je suis le capitaine des Plumes. Donc premier match pour l'équipe, première ligue, pas mal de débutants. Donc on est là pour découvrir, s'amuser, profiter. Côté orga, c'est de la balle. On arrive, il y a tout. Non, je suis pas trop compétition à la base. Et en fait, l'ambiance est cool. Oui, donc moi en fait le L3 je l'ai pas fait vraiment pour le tournoi même, mais juste pour trouver un moyen de m'entraîner et de devenir plus fort. Mon objectif aussi de la L3 c'est de battre mon frère, c'est vraiment pour ça que je suis là. J'ai pris devant de passer le gap en fait de l'aversion pour la compétition. Oui. Parce que justement j'ai eu beaucoup de bons retours, beaucoup de gens qui en parlaient et en parlaient en positif. Pourquoi j'étais intrigué en fait de tester l'environnement compétitif, vu que finalement il y avait eu un appel à volontaires pour tester ça dans une ambiance un peu bienveillante de découverte. Non, on a eu une bonne émulation, il y a eu pas mal de travail des joueurs, une bonne implication. Donc je suis content, ça fait plaisir de voir des gens qui s'investissent. Peu importe le résultat qu'on va faire, l'important c'est le travail qu'on a fait en amont. Comme ça, on est juste là pour prendre du plaisir dessus. Une fois ça se déroule, quoi. Parce que le stress, quand je suis arrivé ce matin, il est retombé en fait. Il n'y avait plus rien. On a joué, ouais. Très, très clairement, je ne ferai jamais de compétition 1v1. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais là, c'est le jeu d'équipe en fait. C'est jouer pour une équipe, avec des gens, et voir ce qu'on peut faire en tant que groupe aussi, quoi. Alors, compétition pure, en mode requin, ouais, ça m'intéresse absolument pas. C'est sérieux, parce qu'on reste quand même dans un truc officiel, mais moi qui ai fait du karting de compétition étant adolescent, où les mecs, ils limitaient, ils crevaient pas les pneus avant de partir, voilà, j'avais pas envie de retourner là-dessus, et donc j'ai sauté le pas, et pour l'instant, ça va. Bon, finalement, on retravaille quand même pas mal, hein, mais c'est assez sympa. Ça peut faire un petit peu peur au début de se dire « Ah, il y a des matrices, on est en train de faire des matchs d'entraînement contre des joueurs qui sont bien meilleurs que nous. » Donc ça fait toujours un peu peur de se dire « Mais je prends 20-0, qu'est-ce que j'ai appris ?» Le challenge du compétitif, on va essayer de faire toujours mieux, ça, mais tout en gardant à l'esprit que c'est un jeu, qu'on est là pour s'amuser et passer un bon moment. On a des super tables, on a super bien mangé ce midi, même s'il y en a qui sont compétitifs dans l'âme et qui vont optimiser à fond. En Ligue 3, principalement, il y a énormément de joueurs qui débutent ou qui sont là, juste là pour le fun. Et faut pas hésiter, faut tester. Ça a fait un peu comme ça au début en me disant, parce que quand on a commencé, j'ai pris des culs, et j'ai continué de prendre des culs. Et puis au fur et à mesure, on se rapproche un peu régulièrement de l'égal, de ce qu'on ce qu'on veut essayer de faire avec sa liste. On apprend à jouer. On apprend à jouer beaucoup mieux. En tout cas, moi, je suis très loin d'être devenu un bon joueur, mais j'ai appris plein de trucs. Je m'attendais à quelque chose de carré, parce qu'effectivement, quand on a préparé un peu le truc, même si on l'a fait un peu en dilettante, parce qu'on débute, on ne se rend pas compte, notamment sur les trucs très axés compétition, comme la matrice, comme se projeter sans même jouer. Le règlement de la FEC, les arbitres, etc., ils ont tout de suite été dans l'accompagnement, dans le « attention, fais attention » ou « c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça », et en fait pas du tout dans la punition. Et ça, je l'ai vu ce matin sur la partie que j'ai fait, qu'elle avait beau être une partie difficile, une partie sérieuse, ça ne nous a pas empêché de rigoler, ça ne nous a pas empêché de rigoler avec les arbitres aussi quand ils passaient, ou avec les coachs, et finalement en fait la partie était ultra fluide. Je sais pas, je pense que l'image du compète, j'avais l'impression de voir
un peu que des gros bills, en mode tuer, tuer, tuer. Et non, là, c'est cool, en fait. C'est une ambiance cool. On joue avec des gens. Enfin, voilà, moi, j'ai pris un 20-0 ce matin. Ouais, on a rigolé un peu autour de la table quand même, quoi. Bon, et ben en tout cas, on espère que cette vidéo vous a appris plus de choses sur la partie tournoi en équipe. Ce qu'on a vraiment essayé de faire passer, c'est que c'est quelque chose de convivial, d'amical. C'est pas du tout la même ambiance que du tournoi solo. Il y a quand même très peu de gens qui sont là en mode je vais t'éclater, je veux faire le meilleur truc, je t'autorise rien, je suis pas sympa avec toi. C'est vraiment du compétitif en équipe, quoi. Donc avec un esprit d'équipe, avec un esprit fun et de détente. Vous pouvez participer en Ligue 3 pour vous amuser et juste pour participer à des événements avec d'autres gens, avec vos amis. Et Il y a des équipes... moi, c'est comme ça que j'y vais perso. Il y a des équipes qui vont juste pour se déguiser, faire les cons aussi, et boire des bières. Il y a des équipes qui y vont parce que ça fait longtemps qu'ils se voient pas et qu'ils se retrouvent comme ça parce qu'ils passent un week-end entre potes ou des fois ils poussent sur une semaine de vacances entre potes. Donc voilà, il y a toute forme d'approche dans la Ligue 3. Vous allez rencontrer de tout niveau. Vous allez jouer contre des mecs qui jouent très bien et qui vont vous mettre des gros culs. Mais vous allez apprendre des trucs et puis ce sera dans le convivial. Il va peut-être même vous expliquer, tiens, tu vois, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Vous allez peut-être apprendre des trucs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça de la compétition. Mais c'est vraiment pas le bon mot. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler parce que justement, c'est une marche que peu de gens osent faire. Voilà. Ça fait peur en fait. Ça fait un peu, alors que ça, il faut pas. Mais même moi, moi je suis rentré dedans cette année par hasard. En fait, j'étais sur le Discord du serveur de Brest et il y a, je crois que c'était Lutin, Alain, qui a posté un message qui a dit tiens, est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour fonder une nouvelle équipe de L3 ? Et sur le coup, je me suis dit les compétitions, vas-y, saoule. Et en fait, j'ai dit tu sais quoi ? En fait, t'as jamais essayé, bah essaye et tu verras bien. Voilà. Et en fait, je me rends compte que déjà, rien que ça m'a fait découvrir un paquet de gens que je connaissais pas, qui sont à Brest, qui jouent et avec qui maintenant on joue régulièrement. Et puis ça me fait découvrir des joueurs de L2 qui m'apprennent plein de trucs quand ils me mettent des grosses branlées. Ou quand j'arrive à leur faire une petite égale, je suis content, ça me valorise, c'est bien. Mais non, c'est sympa, franchement. Ils la verront pas, les gars. Jamais. Mais non, c'est cool et ça fait découvrir du monde et ça ouvre le jeu. Et pour avoir été présent, pas encore en tant que joueur, mais en tout cas sur place pendant l'allée, on voit bien qu'il y a une super ambiance, que les gens s'amusent. Voilà, c'est fatigant, hein, c'est plusieurs parties de Warhammer dans la journée, mais c'est du fun. Et c'est ça le but du jeu, c'est bien de se marrer en fait. Et on va terminer en vous rappelant que vous pouvez toujours soutenir la chaîne, soit par la page Tipeee qui est dans la description. Les tipeurs sont actuellement à l'écran. Merci à tous de nous soutenir. Si vous voulez les rejoindre, vous avez le lien, comme d'hab, en dessous de la vidéo. Et puis vous pouvez aussi nous soutenir en passant par MyHobbyPlace. Vous connaissez comment ça marche, on va pas vous réexpliquer à chaque fois, mais ça nous reverse une petite commission quand vous achetez chez eux. Le lien est aussi dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et on vous dit à la prochaine. Ciao. Allez, ciao.